Je vais vous donner quelques chiffres qui sont importants, des chiffres qui viennent des organisations internationales. Alors, vous avez 5 milliards de morceaux de tonnes de déchets plastiques qui sont dans les océans, qui sont produits par an. 5 milliards. Vous avez 1 milliard de tonnes de nourriture qui est perdue ou jetée chaque année. Alors, ce sont des chiffres assez impressionnants. Alors, on sait que l'environnement, l'écologie, c'est une thématique quand même qui est en vogue depuis longtemps, depuis les années 80. Donc, pour intervenir, on a des intervenants de classe, hein, si je veux dire, sachant que de toute façon, c'est un débat interactif, hein, c'est le principe même de cet événement. Donc, si vous voulez en fait intervenir, vous pourrez intervenir soit en montant sur l'estrade, il y a une chaise, j'espère, de disponible. Si, enfin il y en a devant, ou soit en fait vous interviendrez en balade dans le public comme vous voulez, on vous passera le micro. Alors je vais vous présenter mes intervenants, bon, ils vont se présenter quand même un peu eux-mêmes, hein, voilà. Alors à ma gauche, c'est Mathilde Gimer, de Démocratie Ouverte, hein, tu vas nous expliquer ce qu'est Démocratie Ouverte. Ensuite Martine. Donc Martine Roncet qui a fait partie de la Convention citoyenne pour le climat avec les résultats qu'on connaît. Peut-être tu voudras nous toucher 2 mots à ce sujet. À ma droite, je ne crois pas que je vais vous présenter, mais pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Francis Lalanne. Alors pourquoi Francis Lalanne? Parce que il continue d'ailleurs, il a été dans le combat écologique depuis des décennies. Hein. C'est quand même un des artistes qui a été un des précurseurs du combat pour l'écologie. Donc il a tout à fait sa place, et peut-être qu'il nous donnera quelques mots au sujet. Et à mon extrême droite, c'est Rémi. Rémi. Droite, tu l'as dit à l'extrême droite. Il est à mon extrême droite. J'ai pas dit qu'il était d'extrême droite. Là, si on les regarde, là c'est l'extrême gauche, tu vois, là. Pour eux, c'est l'extrême gauche. Comment se rapproche? Voilà. Merci. D'ailleurs, si vous avez du tabac à pipe, parce qu'il a plus de tabac à pipe. Alors, à mon extrême droite, donc Rémi d'Extinction Rébellion. Hein, qui va aussi présenter son organisation rapidement, même si évidemment je pense que tout le monde la connaît. Donc on va commencer par ces dames. Martine, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ça marche, hein? Oui, alors Martine, je voulais témoigner un peu de mon expérience sur le fameux tirage au sort et la participation à la Convention citoyenne pour le climat. Une expérience riche, à la fois humaine et en tant que citoyenne. Et bien que les résultats de nos propositions n'aient pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, hein, on est bien loin du sans filtre qui nous avait été proposé, enfin, par le président que nous avions rencontré. Bon, beaucoup de déceptions, hein, finalement. Mais on peut dire que la feuille de route, elle est là. Hein, la feuille de route, elle est là, et que chacun puisse s'en inspirer. Voilà, je crois beaucoup en finalement le pouvoir des territoires et de l'action des territoires qu'on pourra avoir nous sur le terrain. Et de la participation citoyenne, de l'action des citoyens sur tous les territoires. C'est ce que je fais un petit peu sur le mien, avec de l'engagement et par ce témoignage aussi. Je pense qu'on a une certaine force pour faire bouger les choses, et ce que j'espère, c'est que ces propositions, tout ce travail ne soit pas vain, et qu'il aide dans toutes les actions, que ce soit individuelles ou collectives, ou même politiques, que ce soit un soutien, et que ça aide à prendre toutes ces décisions, qu'on soit toujours attentif dans toutes les décisions qu'on prendra à notre environnement. Voilà. Alors, Martine, rapidement, tu peux nous rappeler combien de propositions a retenu le gouvernement de la Convention? Alors, paradoxalement, nous étions 150. Pardon. Nous étions 150 issus de tout le territoire. C'était une mini-France. Je crois que c'était vraiment respecté. Le plus jeune avait 15 ans, le plus âgé 80. Donc, issus de tous les territoires, de tous milieux socio-culturels. Ça a été une riche expérience humaine. Donc nous avions
Nous avons déposé, c'était Elisabeth Borne, à qui nous avions remis nos propositions dans un premier temps, puis à l'Élysée par la suite, 149 propositions. 3 ont été d'entrée, on va dire, retoquées par le président. C'était Joker, le fameux Joker. C'était une proposition de mon groupe des 110 km/h sur autoroute, qui a été d'entrée refusée. Ensuite, il y a été les fameux 4% de dividendes qu'on souhaitait voir reversés à la cause de l'environnement. Et puis le préambule de la Constitution qui a été donc rejeté. Voilà, donc ces 49 propositions ont été soumises à l'exécutif. Je dois dire qu'il y a un travail remarquable qui a été fait, une écoute. Malgré tout, peu ont été acceptées telles quelles. Pour la plupart, elles ont été ou mises de côté ou alors, on va dire, à échéance plus lointaine. Voilà, donc le travail, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait, ça, je peux en témoigner. On a beaucoup travaillé, on a vu beaucoup d'experts, parce que finalement nous n'étions pas du tout donc on va dire experts de l'environnement, loin s'en faut. Donc on nous a amené beaucoup d'informations extérieures, d'intervenants de tous bords. On a rencontré des gilets jaunes, on a rencontré Nicolas Hulot, vous voyez, c'était des syndicalistes, des chefs d'entreprise, pour nous aider justement à faire des propositions très, très concrètes. Voilà, ça je peux en témoigner. Et puis on nous a laissé le libre choix, on n'a pas eu de pression quelle qu'elle soit, je peux en témoigner. Mathilde Himer était garante de nos travaux, il y avait une impartialité, ça je peux aussi en témoigner, et un rôle au niveau de l'animation qui a été très bien mené, puisque chaque citoyen, toutes les paroles des citoyens dans nos groupes, on a écouté tout le monde. Je pense que ça aussi, ça a été une belle leçon, humaine. Voilà. Et un paramètre très important, c'est que toutes ces propositions ont été faites dans un respect de la justice sociale. C'est ça, c'était très important. Qu'on ne s'éloignait pas trop dans des propositions qui n'avaient qui ne respectaient pas cette routine de départ. Voilà. Très bien. Je te remercie, Martine. Donc Mathilde, c'est quoi Démocratie ouverte? Démocratie ouverte, c'est un collectif qui rassemble des citoyens, des chercheurs, des associations qui visent à promouvoir d'autres formes de démocratie. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi j'en ai un peu ras-le-bol de la manière dont la politique se fait au quotidien. Et donc on essaie de changer la manière dont ça se fait. Et c'est pour ça qu'au moment où le mouvement des Gilets jaunes a émergé, on a contribué à rassembler ceux qu'on essayait de diviser, les Gilets jaunes, les militants écolos, les acteurs de l'innovation démocratique. On les a rassemblés dans un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens. Et ensemble on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on cherche à nous opposer, alors que nous on croit qu'il y a une écologie populaire qui peut exister, qu'écologie et justice sociale ne s'opposent pas, qu'est-ce qu'on peut proposer ensemble? Et chemin faisant, après plein de débats, plein d'engueulades, plein d'empoignes, plein de bouffes, on a fini par cette idée d'avoir une assemblée citoyenne, tirée au sort. À la base, on nous proposait sur 3 sujets, d'abord la transition écologique, mais aussi la question juridique et la question de la justice fiscale. Ça a donné la première étape de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, ce que je retiens de la Convention, c'est évidemment, on peut voir, et il faut voir la trahison de Macron envers les 150. C'est pour ça que les 150 ont mis une note, je crois, de 2 ou 3 sur 10 sur ce que Emmanuel Macron a fait de leurs propositions. Il n'a pas tenu son engagement sur le sans filtre. Et moi, ce que je trouve beaucoup plus important, c'est ce que ça dit sur le tirage au sort. C'est la première fois en France qu'on avait une expérience où on avait 150 citoyens et citoyennes tirés au sort, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des blacks, des blancs, tout le monde, une mini-France réunie, et ils ont montré par leur travail qui a été assez dingue, et oui, je peux en témoigner, c'est un énorme boulot de votre part, que oui, des simples citoyens, comme on les appelle,
pouvait arriver à des propositions cohérentes, ambitieuses, qui arrivent à lier écologie et justice sociale. Au lieu de pondre des taxes carbone qui pèsent 3 à 4 fois plus sur les personnes les plus précaires que sur les personnes les plus aisées, bah, ils ont réussi à trouver des modalités qui permettent une écologie ambitieuse, mais accessible à tous. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans d'autres pays, je pense notamment à l'Irlande, aujourd'hui, le tirage au sort, c'est institutionnalisé, c'est dans les institutions. Et ça permet d'avoir une démocratie beaucoup plus vivante plutôt que de devoir mettre un bulletin de vote tous les 5 ans quand on le met encore. On a l'impression que ça sert parfois plus à grand chose, quoi, et que ça se joue ailleurs. Donc c'est ça qu'on a voulu faire, c'est comment est-ce que on pousse cette question du tirage au sort. Ça ne veut pas dire que ça va forcément remplacer les élus. Certains pensent qu'il faut carrément remplacer les élus et mettre que du tirage au sort. Moi je pense que les deux peuvent se combiner, mais par contre que c'est plus possible d'avoir juste une démocratie. On élit des gens tous les 5 ans et entre-temps, on peut aller faire grève, on peut aller faire des manifs, on peut aller occuper les ronds-points, on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, ça sert plus à rien, quoi. Il y a une époque où ça servait à quelque chose, aujourd'hui ça sert plus à rien. Et donc, démocratie ouverte, voilà, on pousse des manières de faire démocratie, de faire société différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Je te remercie, Mathilde. Francis. Alors, bonjour à tous. D'abord, vous dire ma joie d'être parmi vous. Et j'ai envie de dire surtout ma joie d'être parmi nous. Voilà, c'est le nous, je pense, que nous incarnons ici. Et c'est pas le vous, c'est pas le je, c'est le nous. C'est ce nous qui manque tant à l'équilibre de notre société. Voilà. C'est le mot magique, c'est le mot qui fait que nous sommes fraternellement réunis aujourd'hui et chaque fois que nous marchons ensemble, que nous nous réunissons ensemble, c'est ce nous que nous mettons en valeur et que nous présentons comme la solution au plus grand déficit de ce qu'on appelle abusivement la démocratie dans le monde, c'est-à-dire le déficit de fraternité. Je voudrais saluer les intervenants et rebondir sur ce qui a été dit, et notamment ce qui a été dit par Mathilde. Mathilde a parlé à un moment donné d'écologie populaire. Et je pense que cette expression me semble fondamentale. Car la pollution, ce n'est pas simplement... Et aujourd'hui, je voudrais parler de la pollution et de l'écologie. Ce n'est pas simplement une pollution physique que nous subissons. Ce n'est pas simplement une pollution matérielle que nous subissons, que subit la terre sur laquelle nous vivons. C'est aussi une pollution mentale, morale. C'est l'exploitation de ce principe qu'on a appelé l'écologie, et cette tentative complètement, j'allais dire, contre nature, de vouloir aujourd'hui accorder cette préoccupation écologique avec le monde qu'on veut nous imposer, qui est le monde ultralibéral. Quand j'entendais parler Mathilde, et j'entendais, quand elle disait démocratie ouverte, j'entendais démocratie verte. Hein, ce mot de verdure, ce mot qui évoque les arbres, qui évoque les plantes, mais qui évoque aussi l'ouverture. Pardonnez-moi si je ne peux pas m'empêcher d'être poète, mais ce n'est jamais que ce que je suis. Mais cette rime est magnifique entre verte et ouverte, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ici, nous sommes tous citoyennistes. C'est-à-dire que nous voulons opposer à la vision politicienne une autre vision de la politique, qui est la politique citoyenne, pour reformer le cercle vertueux dans le cadre de l'offre politique en France. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'écologie si on n'en parle pas de manière citoyenne. Vouloir aujourd'hui accorder le principe écologique avec l'économie ultralibérale est un contresens. C'est tout simplement impossible. L'écologie, ça commence au moment où on ne jette pas un papier par terre. Et je pense que vraiment, avant d'établir et de jeter des grands principes géopolitiques, comme le disait Mathilde, d'évoquer cette écologie punitive qui finalement va sanctionner les simples citoyens et non pas ceux qui sont les véritables fauteurs et qui, eux, ont le droit de polluer impunément. Non,
Parce que c'est en agissant sur notre conscience de ce qui est notre relation avec la Terre, hein, sur laquelle nous vivons. C'est dans cette conscience individuelle et dans la façon de confronter notre sensation de cette relation conflictuelle entre ce qu'on appelle abusivement l'environnement, mais qui n'a pas été créé autour de l'être humain, hein, puisque l'être humain est arrivé là-dedans fort tardivement, mais qui aujourd'hui, finalement, apporte à l'humanité les solutions à son existence et ce que nous en faisons. Eh bien, c'est dans cette réflexion-là, cette réflexion individuelle, solidaire, fraternelle, citoyenne et populaire, que se trouve la solution. Car il va falloir un jour que nous réfléchissions à ce que nous sommes avant de réfléchir à ce que nous devons faire. Qui sommes-nous, nous les êtres humains? Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres qui évoluons sur la Terre avec une conscience autonome. Et cette conscience autonome nous a rendu finalement amnésiques du langage universel qui accorde les plantes, les abeilles, les araignées, les acariens, les virus, dans une relation harmonieuse qui a abouti à la configuration de l'humanité. Eh bien, nous sommes des êtres conçus avec une conscience autonome. Et c'est cette conscience autonome qui nous a rendus amnésiques de ce qu'il convient de faire pour que l'équilibre écologique, l'équilibre écosystémique qui a procédé à notre existence soit préservé. La planète, on dit toujours qu'il faut défendre la planète, sauver la planète, mais la planète n'a pas besoin de nous pour être sauvée. La planète, elle a existé avant nous, elle existera après nous, et ce caillou sur lequel nous vivons n'est pas menacé lui-même, c'est nous, c'est notre existence sur ce caillou qui est menacée. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Si nous ne respectons pas les équilibres systémiques de ce caillou qui ont procédé à notre existence, nous allons disparaître. Mais le caillou survivra. Je donne un exemple. Et après, je vais donner la parole parce que je ne veux pas la confisquer. Je ne suis pas venu pour ça. Mais il faut bien savoir que, par exemple, avant de fonctionner en aérobie, notre planète a fonctionné en anaérobie. C'est-à-dire qu'avant l'oxygène, il n'y en avait pas d'oxygène. Et un jour, il y a eu un cataclysme planétaire qui a été dû à l'arrivée, la configuration, la conglomération d'une sorte de matière, hein, de matière constituée par une agglomération de micro-organismes qui s'appelle le stromatolite et qui a généré une fumée. Hein, par le principe de dégradation qui est le principe élémentaire de l'évolution biologique. Cette fumée qui s'est répandue sur toute la planète, eh bien, cette fumée s'appelle l'oxygène. Et voilà comment on est passé par un cataclysme planétaire, d'un monde qui fonctionnait en anaérobie, avec un monde qui s'est mis à fonctionner en aérobie. Et voilà comment est né le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui a procédé à notre existence. Et c'est bien un cataclysme. C'est bien quelque chose qui s'est opposé à la configuration ancienne de la planète qui a donné cette nouvelle configuration. Et la planète évoluera toujours ainsi. Elle se reconfigurera en fonction des données qui la traverseront, qui l'agiteront, qui la troubleront. La vraie question aujourd'hui, c'est pourrons-nous survivre, nous, êtres humains, dans une planète reconfigurée sur un nouvel équilibre biologique, un nouvel équilibre physiologique, j'ai envie de dire. Eh bien, il est clair que non. Donc, à l'heure actuelle, ce qui se joue, ce n'est pas la disparition de ce caillou sur lequel nous vivons. Ce qui se joue, et pardonnez-moi, mais c'est peut-être un lieu commun de le dire, mais dans un monde qui a à ce point oublié les fondamentaux, hein, dans un monde qui a à ce point, enfin, un monde comme le nôtre, a perdu la mémoire de ses fondamentaux, il est bon, à un moment donné, peut-être de rétablir le bien fondé du cliché. C'est important de dire l'eau mouille, le soleil brille. Et c'est important de dire que ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est notre humanité qui est en danger. Et c'est elle qu'il faut protéger. Et cette question-là, c'est la question qui doit être essentielle lorsqu'on parle d'écologie. Et ce n'est pas forcément une question qui se réglera d'abord sur le plan géopolitique, mais je pense qu'elle se réglera par la prise de conscience individuelle, que sans cette réaction fraternelle, solidaire, populaire, citoyenne de notre part, notre humanité disparaîtra. Peut-être est-ce un bien pour la planète, mais je ne le crois pas. Et là-dessus, si vous voulez, on en reparlera. Je pense plus que jamais
que la prise de conscience écologique aujourd'hui et l'action citoyenne, individuelle et populaire sur le plan écologique est un acte non pas de conformité avec l'écosystème, mais paradoxalement de dissidence avec l'écosystème. Nous en reparlerons si vous le voulez bien. Je te remercie Francis. Alors Rémi, Extinction Rebellion, tu peux présenter ton organisation pour ceux qui ne la connaissent pas et ton rôle au sein de cette organisation. Bonjour à tous, donc moi c'est Rémi, donc comme ça a été dit, je fais partie d'Extinction Rebellion, mais j'ai fait partie aussi d'autres organisations comme FLAC en Australie qui s'appelle Frontline Action on Coal. Et notre but c'était de bloquer les trains de charbon entre la mine et le port. Et pour ça on s'est attaché sur la voie pour les bloquer. Et on allait se battre jusque devant le tribunal pour faire porter notre voix et que on a un problème d'émission de gaz et que du coup pour résoudre, soit vous bougez, soit nous on va bloquer directement le problème. Et l'idée en fait de ces organisations-là, c'est de faire des actions directes. Direct, ça veut dire que mon action, elle va bloquer directement le problème pendant un certain temps. Enfin, l'idée c'est ça. Et maintenant, je vais parler un peu plus d'Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, ça a été créé après, je crois que c'est 2016 ou 2018. Le mouvement il s'appelle Rising Up au départ. Il vient du Royaume-Uni. Et Extinction Rebellion, c'est une campagne, si vous voulez. Ça a été mis en place pendant le temps qu'il faudra. Créer des actions directes ou non directes, mais toujours dans un non-violence. La non-violence, ça fait partie de... En gros, si c'est non-violent, ça va rassembler plus de monde. Et l'idée, c'est de rassembler le plus de monde pour atteindre un pourcentage de population qui crée la révolution. Ça a été plus ou moins théorisé, c'est à peu près 3,6% de la population, on crée une révolution dans le monde. Je dis pas que ça sera 3,6 aujourd'hui, peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins. En tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de rassembler des gens sur une idée et de faire des actions pour promouvoir cette idée. Tout dans l'intérêt, c'est le combat du coup écologique. Cette organisation, elle se base vraiment sur ça. Effectivement que quand on regarde loin, tout est lié, que ce soit le social, la finance, la politique. En fait, on parle d'écologie, mais au sens large, elle va impliquer plein d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on prend des décisions à plusieurs. Donc c'est un mouvement qui est dématérialisé. Donc il y a une antenne à Paris, il y a une antenne à Marseille, il y a une petite antenne ici que moi je gérais un petit peu en Cavaillon-Avignon. Et il y a d'autres villes aussi. Et l'idée c'est pour un but commun, on va faire des actions différentes, mais chacun prend ses décisions localement. Parce que chacun localement a des références ou connaît plus les difficultés de sa commune. Si par exemple je prends un exemple ici à Cavaillon, on a une problématique, c'est que on va avoir des terres agricoles qui vont être bétonnées au niveau de la ZAC des Hauts-Banquets. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est un sujet local et donc nous, dans notre organisation, on parle de ce sujet, comment on va défendre ces terres-là. Voilà. Merci. Alors, merci Rémi. Alors, je vais poser une question à tous les intervenants. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Alors, premièrement, est-ce qu'il est trop tard, en fait? Est-ce qu'on va assister, je ne sais pas, dans les décennies à venir, dans 50 ans, dans 100 ans, à l'extinction de l'homme? Du fait que que les problèmes d'environnement ne sont pas réglés. Alors on va commencer peut-être par Martine. Et moi j'allais dire que la pandémie, elle a un petit peu accentué cette question. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'environnement? Parce qu'on a suggéré que ce virus était issu de... on avait éloigné, on avait déforesté et donc les animaux se rapprochaient donc des villes et par ce biais-là implanter enfin le virus à la population. Donc je pense que là c'est peut-être un accélérateur de cette conscience-là. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Martine, c'est-à-dire qu'on a tendance à fonctionner en silo, à croire que les trucs sont séparés. En fait, il y a une manière de penser le monde,
vivre le monde qui crée plus ou moins de dégâts. Et en l'occurrence, la pandémie est en effet liée à la destruction d'habitats et en fait à la crise écologique qu'on vit. Et c'est pas la première, c'est pas la dernière pandémie qu'on vit. On a tellement détruit la Terre que c'est un peu, si j'essaie d'avoir une image, une sorte de système immunitaire aussi qu'elle peut avoir de ce côté, quoi. Pour autant, moi je dirais pas que c'est foutu. En fait, ça dépend qu'est-ce que tu appelles foutu. Je pense qu'il y a déjà aujourd'hui, là, maintenant, des milliers de morts à cause du changement climatique, par exemple. Alors nous, en France, on est un peu préservés, on ne les voit pas parce qu'on va être dans les pays les touchés en dernier. Mais en fait, c'est déjà trop tard pour qu'on ne soit pas touché. Donc la question, c'est combien de morts il y aura, j'ai envie de dire, et comment est-ce qu'on va le vivre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question est-ce que si on fait rien et qu'on tombe dans le fatalisme de toute façon c'est déjà foutu, on y passe tous, quoi. Enfin, donc, alors, excuse-moi, c'est pas mon propos, mais est-ce qu'en fait, avec l'effet de serre, etc., la montée des océans, tout ça, est-ce que on va être amené à disparaître, quoi? Est-ce que c'est trop tard, ou est-ce qu'on peut encore réussir à résoudre ces types de problèmes? Moi, je crois que c'est entre nos mains, c'est-à-dire qu'il y a déjà des morts et il y en aura. Après, on n'est pas condamné à des guerres en folie, des cataclysmes tous les 4 matins, si on prend les choses en main et si on se bouge maintenant. Et c'est pour ça que moi je pense que ce que disait Rémi et Francis tout à l'heure est pas important, c'est que chacun à son endroit a un mode d'action différent. Moi aussi en Allemagne j'ai été bloqué les mines de charbon, l'approvisionnement de mines de charbon, et c'est un mode d'action qui a son sens. Et à un moment où il faut qu'on apprenne à bosser collectivement, parce que c'est pas que les politiques qui vont faire les trucs, c'est pas que l'action directe qui va réussir à faire bouger les choses, c'est pas que la prise de conscience individuelle, c'est quand tout ça ensemble fonctionne et qu'on arrive à le mettre en mouvement collectivement. Et ça, je pense qu'il n'y a que les citoyens qui sont capables de lancer une dynamique qui part d'en bas, quoi. Donc, moi je suis une éternelle optimiste, donc j'ai envie de croire que ce réveil-là il peut se faire, et je crois beaucoup que la pandémie qu'on est en train de vivre, on sous-estime complètement ce que ça a provoqué. Enfin, moi je crois que ça a provoqué un truc dans nos chairs. Enfin, quand même, on a tous été, après au moins le premier confinement, je crois qu'on a tous à peu près respecté. Après, chacun était libre de respecter plus ou moins les autres, mais et je crois que ce truc-là de vivre dans nos chairs, ce que ça veut dire d'être confiné dans un endroit donné et de vivre une crise de plein fouet, alors qu'on sait que c'est malheureusement potentiellement une petite chose par rapport à ce qui peut nous arriver avec les cataclysmes climatiques. Je pense que ça peut vraiment faire réfléchir les gens et amener à des prises de conscience, à des modes de vie différents. En tout cas, moi je le souhaite, et en plus je trouve que c'est beaucoup plus joyeux. Enfin, moi je vis dans une éco-vallée où je suis bien plus heureuse que quand je vivais en banlieue à Paris. Franchement, c'est la morose. Et quand je rentre, là je viens de Paris, c'est un de mes potes sur 2 qui sont en dépression. Non mais sérieux, tu restes enfermé. Non mais enfin, tu restes enfermé dans les petites chambres. C'est pas pour dire que ceux qui vivent à Paris sont cons, mais juste que en fait, il y a peut-être, on nous a tellement vendu que le rêve c'était d'avoir une grosse bagnole, d'avoir un bon métier, d'avoir un gros salaire, que t'as envie d'aller vers ça. Mais je crois qu'aujourd'hui les gens sont en train de vivre, comprendre que il y a des choses beaucoup plus joyeuses qui peuvent se faire autrement, quoi. Alors Francis, est-ce que tu es optimiste sur... Pour moi, l'optimisme, c'est accepter d'agir. Tu as de la chance, Mathilde. Moi, à Paris, toi, tu dis que 2 de tes amis sur 3 sont en dépression. Moi, à Paris, j'ai au moins 5 de mes amis sur 3 qui sont en dépression. Et tu as raison de souligner aujourd'hui que l'hyperconsommation qu'on nous a vendue comme étant pourvoyeuse de bonheur et surtout pourvoyeuse de stress et d'angoisse. Ce que je considère comme étant le plus grand danger pour notre équilibre systémique et écologique, pour moi, on a parlé de la déforestation, bien sûr, mais c'est pas les arbres qui donnent le plus d'oxygène à l'atmosphère, c'est la mer. C'est la mer. Et ce qui menace le plus à l'heure actuelle l'humanité, c'est ce qui est en train de se passer dans la mer, c'est-à-dire qu'on est en train de vider tous les océans de la faune
qui y vit. Et une fois qu'il n'y aura plus de poissons dans la mer, il n'y aura plus d'oxygène, parce que toute la vie et de la faune et de la flore marine, c'est ça qui aujourd'hui procure 80% de l'oxygène dont nous avons besoin. Voilà. Mon ami et mon héros, Paul Watson, lorsqu'il va harponner des bateaux japonais qui violent les conventions internationales pour faire de la pêche industrielle, je veux dire, c'est même une action concrète, mais je pense que la nature même de l'humanité est de chercher sa conservation. Et je pense, je ne sais pas dans quelles conditions elle y parviendra, mais je suis certain qu'elle y parviendra. Et si je n'étais pas certain qu'elle va y parvenir, je ne serais pas sur ce podium à parler d'écologie et à réfléchir avec vous tous sur les solutions que nous pouvons trouver ensemble et individuellement à ce danger qui menace effectivement l'avenir de l'humanité. Je pense que nous sommes, nous, êtres humains, des êtres d'instinct et des êtres de conscience. Nous sommes la seule espèce vivante qui a à la fois, et c'est le paradoxe de l'être humain, la jouissance du bien et la jouissance du mal. Alors ce qui est très étrange chez l'être humain, c'est que dans sa morale, dans l'organisation de ses lois et de ses structures sociales, il choisit de s'inspirer de la jouissance du bien. C'est le bien qui est la référence en permanence. Et lorsqu'il agit, hélas, très souvent et de manière paradoxale, il semble choisir plutôt le mal. C'est le paradoxe humain. Je pense que cette situation d'âme, comme dirait Antonin Artaud, peut être inversée. Je pense que nous pourrions finalement accorder notre volonté d'établir des structures bénéfiques dans le cadre de notre organisation sociale à ce que nous vivons nous-mêmes individuellement sur la Terre, et à notre conscience, et à notre faculté d'agir pour le bien plutôt que pour le mal. C'est dans ce petit ratio-là qu'il faut rétablir un équilibre et chercher plutôt dans notre vie de tous les jours comment agir plutôt positivement que négativement. Et si on regarde finalement l'histoire de l'évolution des espèces et de l'évolution de la vie et du vivant sur la Terre, on s'aperçoit que finalement tout ce qui a été vivant sur la Terre a toujours trouvé une solution. Merci mademoiselle. Merci, je suis content que vous soyez d'accord avec moi. Pardon? Ah, mais vous savez, au théâtre, quel que soit l'âge de la dame, et quel que soit le nombre de ses enfants, on appelle toujours une dame mademoiselle. C'est une tradition dans le théâtre. Voilà. Mademoiselle Sarah Bernard, à 77 ans, on l'appelait toujours mademoiselle. Voilà. Je ne voulais pas vous offenser, mais simplement perpétuer une tradition. Voilà. Bien. Par exemple, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est peut-être pour vous donner de l'espoir, parce que je pense que l'espoir peut être bénéfique si, comme dirait Consponville, on l'accorde avec des objectifs. Lorsque la Terre était peuplée par des dinosaures, vous savez, ces fameux dinosaures, et il y avait déjà un dinosaure, ces animaux qui étaient en train de développer un cerveau humain parallèlement à son cerveau reptilien. C'était le vélociraptor qui commençait à avoir des comportements collectifs, et donc il y avait une espèce de début d'humanité, comme nous la connaissons aujourd'hui, qui se dessinait dans cette génération des dinosaures. Il y a eu un cataclysme planétaire, un bombardement planétaire de météorites qui a percuté la planète Terre et qui a abouti à une espèce de tsunami géant. Et il y a eu des volcans qui ont explosé. Ça a été une espèce d'explosion atomique planétaire qui a recouvert l'atmosphère d'une couche de cendres qui a coupé finalement tout ce qui vivait sur la Terre de la relation avec le Soleil, la photosynthèse, etc., etc. Et tout ce qui était à la surface de la Terre a disparu. Toutes les espèces qui vivaient à la surface de la Terre ont disparu. Puis quand finalement tout cela s'est calmé, quand finalement la couche de cendres s'est dissipée, quand finalement le Soleil a retrouvé sa relation normale et nourricière avec la Terre, eh bien sont sortis des trous, des petites cavernes, des petits labyrinthes intérieurs, un certain nombre d'espèces, des insectes, des petits mammifères, et notamment
un mammifère, un petit lémurien, que la postérité a baptisé le Purgatorius, et qui avait le pouce opposable. Donc vous savez que le pouce opposable, c'est le début de l'intelligence. Hein. Je veux quelque chose, je le prends, et je l'annexe, c'est le début de l'intelligence. Et ce petit lémurien, finalement, en se développant, il est sorti de son labyrinthe, il s'est remis à vivre à la surface de la Terre, et petit à petit, ce petit lémurien a fini par être un des fondateurs, sinon le fondateur de notre humanité. Est-ce que notre humanité est vouée à être remplacée par, en ce moment, les rats, les peuples de rats qui vivent de tout ce qui nous détruit, qui respirent tout ce qui nous tue, qui mangent tout ce qui nous empoisonne? Ou est-ce que nous avons en nous-mêmes un petit lémurien qui veut rester un être humain? C'est la grande question qui va se poser dans les années qui viennent. Je pense que nous avons en nous ce petit lémurien. Et que c'est ce petit lémurien qui a survécu au cataclysme que j'évoquais, qui doit nous amener en conscience à prendre une décision et à faire les choix nécessaires à la survie de notre humanité. Mais quel que soit le visage que prendra cette survie, je crois en cette survie. Je crois en la survie de l'humanité. Et c'est pour ça que chaque jour de ma vie, j'agis comme quelqu'un qui croit que l'humanité a un avenir et que j'alerte les êtres humains sur les dangers qui la menacent. Voilà. Merci Francis. Alors Rémi, la même question, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de l'homme et de la femme, évidemment? Moi je pense que si vous voulez, en fait, on peut dire tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on est là, on n'est pas mort. Donc, tant qu'on est là, il y a une possibilité de changer les choses. Maintenant, ça sera pour combien de temps? Ça, personne ne le sait. Même les scientifiques, ils ont des approximations. Ils ne savent pas exactement combien de temps on a. Ce qu'ils savent et ce qui a été écrit, il y a un rapport de scientifique qui s'appelle l'IPCC Report, ou IPCC, qui dit qu'en fait, passer 2 degrés, ça sera beaucoup plus compliqué pour l'humanité de survivre, pas forcément, pas de survivre, on va dire. À partir de 2 degrés, on va avoir des baisses de rendement, des migrations massives, et ça va créer des guerres, ça va créer un climat qui va rendre l'humanité, elle va toujours être vivante, l'humanité, mais ça va rendre difficile à vivre. Et passer, plus on augmente, si vous voulez, 3-4 degrés, plus tout ça, ça augmente. Les feux de forêt augmentent, l'augmentation des eaux. Là, on parlait des océans, d'oxygène, c'est tous les coraux, en fait, qui s'effondrent. Oui, pardon, si les préoccupations continuent à se retrouver là, dans 40 ans, il n'y a plus rien dans la c'est 40 ans. Ouais. On me dit, on me souffle dans l'oreille, dans 40 ans, etc. Si on peut prendre 40 ans, en tout cas, on va prendre un truc qui a été acté, qui s'appelle l'accord de Paris. Il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, ils sont engagés, c'est plus de 190 pays qui s'engagent à dire d'ici 2050, il y aura 0 émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'objectif pour rester en dessous de 2 degrés. Voilà. Si je vous donne un exemple, si vous voulez, depuis 2015, depuis l'accord de Paris, on a augmenté la production d'énergie carbonée. Et donc d'énergie comme le pétrole, le gaz et le charbon, qui sont responsables directement d'émissions à gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Donc si vous voulez, on n'est pas trop dans la bonne optique. Plus on va augmenter, si vous voulez, plus on va se rapprocher du mur. Donc en fait, on peut dire, si on garde cette accélération, c'est pas 2050, c'est déjà 2040, ça va commencer à être 2 degrés, que ça va commencer à se compliquer. Maintenant, après, moi, mon point de vue personnel, c'est que, ça a été évoqué, c'est que d'un point de vue, donc si on parle d'humidité, on parle de nous, mais si on prend au sens large de tous les êtres vivants, forcément des êtres vivants vont tenir. La Terre, elle va continuer à vivre. Elle va juste nous dégager comme elle a dégagé plusieurs espèces. Si ici on disparaît, ça se fait la 6e extinction de masse, donc il y en a déjà eu 50 avant, dont l'arrêt complet de l'oxygène sur Terre qui a tué 99% de tous les êtres vivants. Donc là, ce qui est en jeu, c'est ça, c'est est-ce que notre espèce, elle va résister dans le temps et pour combien de temps? Voilà.
J'espère que j'ai répondu, je sais pas. Oui, tout à fait. Tu as bien répondu. Alors, est-ce que vous voulez interagir? Est-ce que vous... Ouais. Oui, voilà. Alors, si vous voulez, le réchauffement climatique est en partie responsable aussi du réchauffement de l'eau, et donc ça va acidifier les océans. Si on acidifie les océans, les coraux, ils vont pas résister à ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que 1 ou 2 degrés de chaleur en plus, ça acidifie tellement l'océan, leur résistance elle est très faible, que tous les coraux vont disparaître. Et les coraux, en fait, c'est eux, principalement, qui créent de l'oxygène. Quand on dit que l'océan crée le plus d'oxygène en monde, c'est vrai. Et c'est grâce principalement aux coraux. Donc, une fois qu'on les a perdus, ça va être quand même beaucoup plus compliqué, là. Ce poisson. Je sais pas exactement pour le poisson, mais... Merci. Oui, les arbres aussi, bien sûr. Mais les arbres. Les algues. Les algues, pardon. Oui, les algues, c'est la même chose. Alors tu peux peut-être te lever, je vais faire passer le micro, je vais faire circuler le micro. Bonjour à toutes et tous, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Hein. On veut suivre l'atelier, on veut vraiment voir comment ça fonctionne ici aujourd'hui en direct pendant toute la journée. Je fais un essai de vraiment faire le live bien et on voit les choses concrètes. Alors qui veut interagir? Voilà. Alors rapprochez-vous. Voilà, ça c'est c'est Rémi de Extinction Rebellion, Francis Lalanne, c'est Mathilde et Martine, non Mathilde et Martine, et évidemment David. Voilà, maintenant tu vois un peu d'intervention, question et réponse, voilà. Bienvenue à toutes et tous, hein. Bienvenue, hein. N'hésitez pas de liker, commenter, partager. On va continuer à écouter ça. Bonjour, merci. Juste pour me faire l'avocat du diable très rapidement, j'ai lu dernièrement sur le conseil d'amis le livre d'Yves Pacalé, l'humanité disparaîtra, bon débat. C'est un livre qui a, je sais pas, 5-6 ans. Et c'est vrai qu'on est tellement épouvantable au niveau destruction d'autres espèces, au niveau guerre entre nous, etc., que c'était quelqu'un de l'équipe de Cousteau, et qui a donc sillonné le monde et vu quantité de minorités, et leur destruction par les drogues, ou leur destruction physique, enfin bon. Donc c'est passionnant. Mais cela dit, bon, c'est pas mon point de vue tout de même de penser bon débarras, mais quand on étudie les espèces invasives, nous sommes actuellement une espèce invasive, eh bien, on voit une oscillation jusqu'à un certain équilibre. Est-ce qu'on est dans la pente haute de l'oscillation ou est-ce qu'on remonte la montagne? Moi, je ne sais pas non plus, hein, mais j'aimerais bien pour mes enfants qu'on arrive à un équilibre rapidement sans trop de violence. Est-ce que nous intervenons veulent réagir à ce que tu as dit, non? Mathilde, non? Je crois que Francis veut faire un hommage à l'humanité, donc je ne vais pas trop pénérer sur le truc, je le ferai de manière beaucoup plus poétique, mais moi je trouve l'humanité, c'est magnifique. Enfin, oui, on est une espèce invasive, mais il y en a d'autres. Enfin, et je crois que c'est en grande partie quand on s'aime pas justement qu'on détruit. Franchement, quand on regarde ceux qui détruisent aujourd'hui plus la planète, c'est les ultra riches. Je sais pas combien de yachts, je sais pas combien de baraques. Et en fait, s'ils ont autant besoin de trucs extérieurs, d'apparats, de baraques, c'est juste qu'à l'intérieur, ils sont vides. Et ils ont besoin d'aller chercher à l'extérieur une reconnaissance et une joie qu'ils n'arrivent pas à avoir en eux. Moi, je crois profondément ça. Et pour avoir un peu côtoyé des gens à l'Élysée en montant la Convention citoyenne pour le climat, j'en ai plutôt été persuadé que l'inverse, quoi. Et donc moi je crois vraiment que si on veut régler la question écologique, faut pas détester l'humanité, au contraire, faut
s'aimer en tant qu'espèce, il faut s'aimer en tant qu'être et individu, quoi. Et le deuxième truc que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai vu la première session où les 150 ont entendu ce que disent les scientifiques du GIEC, la IPCC en anglais, ce que présentait Rémi, c'est-à-dire ce que disent les scientifiques du monde entier aujourd'hui sur la question climatique. À la fin de cette session, les 3/4 d'entre nous sont venus nous voir en nous disant « Je me suis pris une baffe, une claque, électrochoc, je me sens complètement impuissant, qu'est-ce que je peux faire moi petit citoyen ?» face à un truc aussi énorme. Parce que la plupart d'entre eux, il y avait quelques climato-sceptiques au début qui ne le sont plus, mais la plupart d'entre eux avaient conscience qu'il y avait un problème avec le climat déjà. Mais pas du tout du niveau d'urgence, pas du tout du niveau d'impact, et pas du tout du niveau de changement de nos modes de vie, de ce que ça veut dire, quoi. Si je caricature un peu, il y en a un certain nombre qui pensaient qu'en faisant un peu de vélo et en triant nos déchets, c'était bon, quoi. Et cette claque-là, moi je pense vraiment que quand les gens sont conscients, on ne devient pas des êtres parfaits, là, les trucs, mais néanmoins, il y a un rapport qui... Enfin, on est prêt à plus de choses. Et moi, je pense que... je parle surtout contre Martine, qu'un certain nombre des 150 ont voté des propositions qu'ils n'auraient jamais votées s'ils n'avaient pas eu une explication de où on en est sur la question climatique, comme je te disais. C'était la deuxième chose que je voulais dire. Et la troisième, c'est que j'ai dit qu'en France, on était préservé, mais en fait, je vais quand même dire qu'aujourd'hui, on voit déjà des impacts assez forts. Enfin, les récoltes, là, avec le gel qui ont été 3/4 d'entre elles aujourd'hui sabrées, bah, en fait, c'est un impact du changement climatique et ça va pas aller en s'améliorant. Donc demain, on n'aura plus de pinards, potentiellement moins de moufles. En tout cas, il va falloir changer de région pour avoir le Bordeaux demain, quoi. Et donc, je pense que c'est déjà des choses qui devraient nous alerter et qui sont très quotidiennes. On parle pas de trucs... non, on parle de manger, se boire, enfin... Et donc, je finirai quand même par dire que je reste optimiste dans le sens où, de toute façon, j'ai pas le choix. Moi, j'ai 30 ans et j'ai envie de vivre. Mais par contre, je suis assez d'accord. Je sais plus lequel de vous deux a dit que l'optimisme, c'est l'action. Je crois que quand on n'agit pas, on peut vite être défaitiste et avoir peur de ce truc-là. Quand on agit, au contraire, ça nous met dans un enthousiasme, dans une joie. Et donc, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore dans l'action, je vous invite vraiment à y aller. Martine, je te laisse réagir sur le choc. Je te voyais... Non, oui, réellement, c'est la connaissance, l'échange qui a fait prendre conscience de la gravité de la situation, finalement. Parce que souvent on méconnaît, enfin bon, c'est loin de nous la problématique climat, et quand voilà, on pose un constat, on donne des chiffres, ben oui, c'est réellement, ça a été réellement une claque monumentale, hein. Voilà. Oui, alors, je m'excuse auprès du grand avocat qui est moderne. Je voudrais intervenir advocate, justement, en défense de l'humanité. Comment on en arrive un jour là? Parce que toutes les espèces vivantes sont reliées sur la Terre par le langage universel. Dans la jungle, le troupeau de zèbres, eh bien, sait que le lion doit manger un zèbre et donc va se constituer en bête énorme, puisque tous les zèbres ont les mêmes rayures et avancent en même temps pour faire croire justement aux lions qui sont une masse, un animal énorme, et donc pour protéger l'ensemble. Et ils savent quand même intuitivement que le lion doit manger, donc un zèbre va être abandonné au lion pour que le lion puisse manger. Ça, c'est le cycle de la vie organisé par l'intelligence universelle. Et puis un jour, l'écosystème crée une espèce qui est coupée de cette intelligence universelle. Car, mes amis et amis ici rassemblés, si nous sommes constitués comme nous sommes, c'est parce que l'écosystème l'a voulu. Nous sommes le produit de l'évolution biologique, nous sommes le produit de l'évolution systémique, et je ne connais pas d'espèce, je ne connais rien finalement au monde qui n'ait été créé par l'écosystème pour rien. Je
pense que si l'espèce humaine a été créée telle qu'elle a été créée, c'est-à-dire avec une intelligence autonome et coupée de l'intelligence universelle, c'est parce que l'écosystème l'a voulu ainsi. Hein. Nous, on n'a pas voulu, on n'a rien demandé, on n'a pas demandé à naître avec une intelligence autonome. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est conçu avec une intelligence autonome? Eh bien, on agit de manière autonome. Et pendant toute la durée de sa quête de la connaissance, l'humanité a agi avec sa conscience à elle, c'est-à-dire une conscience coupée des autres consciences. Et donc, l'être humain, si on veut regarder les choses de l'extérieur, et si on se demande pourquoi il a été créé ainsi, ça ne peut être que pour polluer. Finalement, on ne connaît pas le projet écosystémique, on ne sait pas pourquoi on a été créé, mais en tout cas, on sait comment on a été créé. Et notre constitution fait que depuis que l'intelligence est l'intelligence, on ne pouvait pas faire autre chose que de rompre les équilibres écosystémiques. Et d'ailleurs, cette rupture avec le point d'équilibre, c'est ce qui fait le mouvement. Si on ne se met pas en déséquilibre et pour lever un pied et avancer, ben on ne va jamais avancer. Le fait de marcher, c'est une suite de mise en déséquilibre, c'est une suite de points de rupture avec le point d'équilibre. Comment nous vient l'intelligence? Bien, l'écosystème, à un moment donné, ben, il a fait en sorte que des grands singes deviennent des humanoïdes, qu'il y en ait plusieurs espèces, et que comme les chiens entre eux font ce qu'on appelle abusivement des bâtards, mais des espèces croisées, des mutants, eh bien il y a eu des mutations suite au mélange des espèces qui copulaient ensemble, des espèces d'humanoïdes qui copulaient ensemble, et il y a eu donc des mutants qui ont été créés. Et parmi ces bâtards, hein, comme on dit des chiens ou des chats, enfin ces espèces mélangées, ces espèces mutantes, il y en a une un jour qui, finalement, par le cycle de l'évolution, de sa propre évolution, s'est développée avec une atrophie des muscles maxillaires. Alors, c'est terrible pour une espèce animale, hein, d'avoir une atrophie des muscles maxillaires. Pourquoi? Parce que les muscles maxillaires, c'est ce qui vous permet de vous nourrir, de vous défendre, de vous battre, c'est très très important. Et si vous avez une atrophie des muscles maxillaires, vous êtes une espèce plus fragile que les autres. Mais le fait que l'atrophie des muscles maxillaires se développe chez cette espèce d'humanoïde, ben, a fait que les lobes dans lesquels se développe l'intelligence, eh bien, se sont libérés. Et c'est ainsi que cette espèce qui s'était affaiblie physiquement, ben, elle s'est renforcée intellectuellement, et donc elle a développé des moyens de défense contre les animaux qui, eux, avaient encore toute leur mâchoire, se sont mis à se défendre en groupe, à organiser des sociétés, à faire du feu, c'est-à-dire à commencer à polluer la planète, à dégager du gaz carbonique en excédent, etc., etc., etc. Et ainsi de suite. Plus le cerveau, plus le muscle maxillaire s'est relâché, plus la langue a pris la configuration qui lui permet d'énoncer la parole, le langage. Et voilà comment notre humanité, finalement, de manière indépendante des autres espèces vivantes, eh ben, s'est développée telle qu'elle est. Et l'humanité, pendant des siècles, elle a fait finalement ce qu'elle était conçue pour faire, c'est-à-dire produire de la pollution. C'est-à-dire ce qu'on appelle la pollution, c'est rompre avec l'équilibre écosystémique de manière, comment dire, totalement non reliée aux autres espèces vivantes. Aujourd'hui, la situation est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fil des siècles, même si nous avons fait ce que nous étions conçus pour faire, c'est-à-dire rompre l'équilibre naturel, écosystémique, eh bien, nous avons quand même acquis la connaissance de cela. C'est-à-dire que notre espèce, finalement, aujourd'hui, sait cela. Elle sait ce que je suis en train de dire. Elle a pris conscience que, finalement, ce qu'elle faisait, eh bien, nuisait à sa propre survie. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que l'écologie, pour moi, est un acte de dissidence. Si l'écosystème nous a conçus pour modifier l'équilibre de la planète, l'équilibre chimique de la planète, l'équilibre physique de la planète, l'équilibre... Eh bien, si elle nous a conçus pour cela, ça ne peut être que pour nous voir disparaître après avoir accompli notre ouvrage. Mais, comme nous avons connaissance de cela, nous pouvons nous défendre contre cette volonté qui semble apparente de l'écosystémique de nous avoir conçus pour le modifier. C'est pas en s'accordant avec lui aujourd'hui qu'on fait de l'écologie. C'est au contraire en faisant ce que l'homme n'a pas été créé pour faire, c'est-à-dire en cessant de nuire à ce qui doit nous fournir
les moyens de perpétuer notre espèce. C'est pour ça que je dis que l'acte écologique aujourd'hui, la notion qui consiste à dire nous allons arrêter de corrompre notre espace vital, est un acte de dissidence et de mobilisation solidaire qui doit être celui de la nouvelle fraternité. Voilà mes amis. Alors juste pour rajouter un mot. Alors moi je suis d'accord en partie. Il y a des trucs que je comprends pas forcément. C'est-à-dire que pour moi depuis l'humanité, depuis ses débuts et tout ça, elle n'a pas forcément pollué au point que c'est aujourd'hui. Moi j'ai eu la chance de vivre avec des aborigènes en Australie. Ils vivent en harmonie avec la nature. Ils ont une autre conception en fait. Ils ont un dogme différent de nous. Nous, notre dogme, c'est le néolibéralisme, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'on produit, le marché régit tout, et c'est le marché qui va créer le changement. Donc ça, c'est notre dogme à nous. Donc nous, on vit dans ça, et on est déconnecté du milieu naturel. Et il y a des tribus encore qui existent aujourd'hui, donc je parle des aborigènes en Australie, mais ça peut être aussi en Amérique du Sud, ou le mouvement zapatiste, qui ont quand même pris cette conscience-là de vivre en harmonie. Et l'avantage qu'on a, notre intelligence, c'est justement de savoir, on peut savoir à quel endroit on se place dans l'environnement, dans la nature. Et ça, je pense que c'est un peu la question à 100 000 € ou même plus qu'on doit répondre aujourd'hui. Quelle est notre place dans le système qu'est la vie? Et la vie, c'est pas que notre espèce à nous, c'est toutes les espèces autour. Merci. Alors, pardon, oui. Juste rebondir là-dessus. Effectivement, on voit très très clairement, et c'est tout à fait pertinent ce que tu viens de dire, on voit tout à fait que plus une société va se développer à travers ce qu'on appelle le progrès, et le progrès n'est pas toujours une évolution. Le progrès peut être une involution. Quand on passe de la matraque à la bombe atomique pour détruire son voisin, c'est certainement un progrès technique, mais ça n'est pas une évolution. C'est une involution sur le plan humaniste. Mais regardons l'humanité. C'est vrai que tout d'un coup, lorsqu'elle se développe de manière, j'allais dire, confidentielle, elle réagit par rapport à des éléments confidentiels qui sont ceux de ce qu'on appelle abusivement l'environnement, mais l'espace qui l'entoure, les éléments qui l'entourent. Mais lorsqu'elle se développe, comme elle se développe dans nos sociétés modernes, et aujourd'hui surtout victimes de l'ultralibéralisme et de l'hyperconsommation, effectivement, elles vont augmenter les moyens de polluer. Mais dès que tu fais du feu, aucun animal ne fait du feu. Dès que tu fais du feu, tu pollues. Bon, qu'est-ce que c'est que la pollution en fait? C'est que l'écosystème a prévu qu'à côté de chaque élément, il y aurait toujours un micro-organisme pour le dégrader. Ça, c'est le principe de la dégradation, qui est le principe de l'évolution biologique. À partir du moment où tu sépares l'élément du micro-organisme pour le dégrader, eh bien tu vas polluer. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu vas changer l'équilibre chimique du monde. Mais regardons l'humanité. L'être humain est cultive, d'ailleurs fort justement. Il est excessif dans les deux sens. Quand je vous parlais des zèbres et du lion, le troupeau de zèbres sait qu'il faut que le lion mange, et donc le troupeau de zèbres va abandonner le plus faible du troupeau pour que le lion le mange. Il va le dissocier de l'ensemble pour que le lion puisse le saisir et le manger. Regardons l'être humain. Que fait-il l'être humain quand il voit les zèbres et le lion? Eh bien, vous allez avoir l'être humain qui va tuer tous les zèbres pour en faire des sacs à main, et vous allez avoir l'être humain qui va vouloir sauver tous les zèbres, même du lion, et le lion ne va plus bouffer. C'est ça ce que j'appelle la conscience autonome, et qui fait de l'être humain cet être spécifique qui aujourd'hui menace sa propre survie. Et c'est là-dessus qu'il nous faut réfléchir. Plus, je dirais, avant même, parce qu'il faut aussi réfléchir sur que faire. Mais je pense sincèrement, s'il y a un seul message que je voudrais délivrer aujourd'hui, c'est celui-ci. Réfléchissons, avant de réfléchir sur que faire, réfléchissons sur qui être. C'est très très important. Quel être voulons-nous être en étant humain? Voilà. Merci Francis. Juste, je voudrais revenir sur la pollution. Alors, je vais donner mon avis, comme ça il y aura plusieurs avis différents. Pour moi, la pollution, c'est dès que ça devient, dès qu'il y a quelque chose qu'on crée en surproduction de quelque chose, ça devient une pollution. Si on prend l'exemple du feu, évidemment, ça crée du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais s'il y a assez d'arbres pour l'absorber, en fait, c'est absorbé. Donc, en fait, le problème aujourd'hui, c'est aussi le nombre, la démographie du monde, elle impacte beaucoup ça. C'est que puisqu'on est tellement nombreux à faire du feu,
eh ben, on n'a plus assez et qu'on a, pour faire nos habitats, enlever plusieurs arbres, des forêts, tout ça, ben, on n'a plus assez. Mais pour absorber ce que nous on consomme. Mais c'est aussi le problème d'aujourd'hui. Merci. Merci Rémi. Non, mais c'est super intéressant, j'adore, c'est super intéressant. Simplement dire aussi que nous ne contrôlons pas notre démographie. Hein. Quand on voit par exemple les grands singes qui sont assez proches de nous au niveau de l'intelligence, ils n'en manquent pas grand-chose, ils contrôlent leur démographie, nous ne la contrôlons pas, notre démographie. Et si nous ne contrôlons pas notre démographie, c'est parce que nous supportons que dans le monde, il y ait des gens qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté. C'est toutes les populations aujourd'hui, hélas, qui sont dans la pauvreté et la précarité, qui, hélas, vont faire trop d'enfants, hein, ne vont pas contrôler leur démographie. Bon, moi, j'en ai fait 7, donc je fais partie peut-être de... J'ai fait 5 enfants, donc je suis pas un bon exemple, mais j'ai pas très bien contrôlé ma démographie personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que si on supprime le problème de la pauvreté dans le monde, on contrôlera beaucoup mieux notre démographie. Merci. Alors, camarade Jules, c'est à toi. Bienvenue à toutes et tous. Oui, merci. Eh bien, écoutez, moi je vais essayer d'être court. Les sujets qui viennent d'aborder, là, en fait, c'est les droits des peuples premiers reconnus par l'ONU à défendre sa culture, son environnement et son ethnie. Donc, pour résumer tout ce qu'ils viennent de dire, il suffit d'aller à l'ONU sur le site internet, regarder les droits des peuples premiers, et en fait, c'est résumé. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, je les remercie, mais moi, je suis beaucoup plus pragmatique. J'ai un gros problème quand j'entends tout ça. Je me dis que le monde de la finance, le monde de la consommation a encore de beaux jours devant eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on y va séparer sur des sujets, on va dire, entre guillemets, écologiques. Il n'y a qu'une seule solution pour régler tous les problèmes qu'ils ont exposés. Au-dessus de la Constitution, au-dessus d'une Constitution, qu'elle soit européenne, française ou des autres nations, vous avez quelque chose qui est maintenant commence à être reconnu internationalement. D'accord? Donc, au-dessus de la Constitution, c'est les droits, d'accord, que chaque citoyen a. Je m'excuse, j'ai plus le terme, ça s'appelle les droits fondamentaux. Il suffit de dire, d'accord, et d'arrêter d'être en réaction, mais pour être en anticipation, c'est-à-dire que une fois que c'est pollué, c'est fini. Il faut leur baiser la gueule. Et pour leur baiser la gueule, je m'excuse, je vais vous parler cru, hein, il faut arrêter les cinémas. Il faut qu'on se fédère. Donc, pour être en anticipation et plus en réaction, notamment en écologie, il faut que, dans les droits fondamentaux, jusqu'à présent, je vous rappelle que les droits fondamentaux, c'est essentiellement des droits moraux. Eh bien, on indique dans les droits fondamentaux qu'on a le droit de respirer sainement, qu'on a le droit de boire sainement, qu'on a le droit de se loger sainement. Et on résout tous les problèmes en amont. Tant qu'on va se battre pour les coraux, pour le plastique, on est en réaction, on a déjà perdu. Il faut empêcher d'en arriver là. Et pour empêcher d'en arriver là, il faut tous qu'on se groupe, qu'on refasse une constitution qui nous permette d'intégrer dans les droits fondamentaux autre chose que des droits moraux. Voilà, je suis désolé, je tenais à vous le dire, parce qu'autrement, on va tourner en rond. Camarade, tu peux revenir, hein, un petit peu énervé. Je veux qu'on gagne, je veux qu'on leur porte le cul. Attends. Et tant qu'on reste dans le système, y compris dans les combats, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on se groupe. Alors, il n'y a pas une cause distincte, on n'en a qu'une. C'est celle du peuple et c'est celle de nos enfants. Voilà, assis-toi. On va y tendre les réactions. Enfin, on va entendre peut-être les réactions à ta prose, à ton verbe. Quelques réactions. En un mot, je suis complètement d'accord. Regarde ce qui s'est passé. Les 150, ils ont proposé 2 modifications de la Constitution qui vont dans le sens de ce que tu nous dis. Préambule, comme par hasard, c'est dans les 3 jokers de Macron. Le truc des actionnaires, et ça, bim, dès que tu mets ça au-dessus du profit, ça dégage. Il fallait une proposition, celle-là, il ne fallait pas rentrer dans leur jeu avec 150 propositions. On demande dans les droits, justement, le fait d'avoir fait 150 propositions, on était déjà perdant. Il n'y en a qu'une de proposition à faire. C'est que dans les droits fondamentaux, l'écologie, elle figure. Et c'est tout. Et là, on gagne. Tant qu'on reste dans leur système, on est en réaction et on est des moutons. Attends. Reste là.
Vous en avez pas marre? Attends, non, attends. Tu mets de l'animation. Alors attends, moi je Ça chauffe, hein. Partagez à bloc, hein, ça non, chauffe. pas de problème. C'est chaud, là. Mais, en fait, le raisonnement que tu as est très intéressant. Moi, je suis juriste, donc je te raconte. Il ne suffit pas, en fait, de proclamer un droit, que ce soit un droit constitutionnel, que ce soit un droit civil, que ce soit un droit politique, pour que ce droit se matérialise dans la réalité. Il existe un droit au travail. Hein, il y a combien de millions de chômeurs? C'est vrai, les fameux tous de la Constitution. Il y a la charte. Je veux qu'un droit qui soit au-dessus de la Constitution, au-dessus des constitutions. Alors, attends, alors déjà, la Constitution, elle est au-dessus de tout. Francis, qui est très spécialiste un petit peu là-dessus, tu le diras, il y a la charte de l'environnement qui est inclus dans... En fait, ce que soulève, en fait, il y a deux façons d'aborder ce que vient de dire Jean-Luc, et à quoi je souscris intégralement. En fait, ce que souligne Jean-Luc, c'est que on fait des recherches matérielles, mais que effectivement, ces recherches matérielles restent des principes qui sont évoqués sur le plan moral. Mais alors qu'en fait, si on veut être dans le concret, dans la chose concrète, il faut énoncer quel est j'ai envie de dire, avant la lettre même, l'esprit de la Constitution. C'est qu'est-ce qui fonde une Constitution? C'est pas les articles qui vont devenir la loi et qui vont être en plus très souvent détériorés par l'application qui en est faite ou par les arbitrages qui vont être superposés à cette loi. Mais finalement qu'on oublie de faire, c'est de définir ce qui fonde la loi. Et ce qui fonde la loi doit être au-dessus de la loi. C'est-à-dire que si on fait des lois, c'est parce qu'on veut respirer. Si on fait des lois, c'est parce qu'on veut... voilà, ce que disait Jean-Luc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, et il a raison, et je suis entièrement d'accord avec lui, il ne faut pas qu'on oublie de parler de l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde la loi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va faire des lois? C'est cet esprit de la loi qui aujourd'hui n'est plus en accord avec la loi. C'est ce que, à mon avis, veut dire Jean-Luc. Et c'est ça qui fait qu'on est tous perdus. C'est parce que nous ne retrouvons plus dans la loi l'esprit qui l'a fondé. Jean-Luc, est-ce que j'ai bien résumé ta pensée? Voilà. Il y a l'esprit de la Constitution et la Constitution. Comme il y a sa Prends un micro, Jean-Luc. Prends un micro. Oui, dans tous les textes de loi, en fait, ça commence par l'esprit de la loi. C'est-à-dire que des gens se réunissent, comme ils ont fait pour notre première constitution, le serment du jeu de pompe. Les gens se réunissent, se donnent l'esprit de la loi, et vous avez des juristes qui le formalisent de manière écrite, technique, juridique. Il faut qu'on se réapproprie justement l'esprit de la loi, mais le problème actuellement de notre République, qui pour moi n'est plus démocratique, c'est qu'elle oblige le citoyen d'être en réaction d'actions qui sont déjà faites. On est déjà perdant. Le seul moyen d'être en anticipation et d'empêcher tout ce que, en fait, qui viennent d'être décrits, c'est de marquer quelque chose qui n'est pas soumis, entre guillemets, à un gouvernement, à une volonté politique gouvernementale, c'est que dans les droits, entre guillemets, fondamentaux des citoyens, dans les droits de l'homme, on a jugé un cadre, on a défini un cadre moral qui maintenant fait l'unanimité. Il faut qu'on empêche la création de produits ou de services qui nuisent à l'humanité, qui nuisent à son épanouissement, et pour ça, il ne faut pas que ce soit soumis à une loi spécifique de réglementation. Il faut que ce soit au-dessus. Pour que ce soit au-dessus, il faut que ce soit au-dessus de la Constitution, c'est-à-dire qu'elle s'impose à la Constitution, elle s'impose à un cadre parlementaire, à un cadre juridique, parce que il n'y a que ça qui préservera les citoyens des intérêts financiers internationaux. Et tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit de se lever et de regarder le soleil briller. Je dirais que dans notre société, le soleil se lève tous les jours, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes à l'ombre. Et c'est ce qu'il faut changer. Il faut qu'on puisse regarder nos enfants demain dans les yeux en ayant la conscience d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Et quand on est en réaction de situation, c'est qu'on a déjà failli. C'est cet état d'esprit qu'il faut changer. C'est cet état d'esprit pour lequel j'ai mis ce gilet jaune et que j'espère le retirer bientôt, parce que ça voudra dire qu'on a gagné. Merci de m'avoir écouté. Merci Jean-Luc. Alors, nous sommes en quelques réactions, si vous voulez intervenir là-dessus. Mais je disais, ça va peut-être pas faire, Jean-Luc, ce que je vais dire après. Je suis d'accord sur ce qu'il faut.
l'esprit, mettre ça dans la Constitution, et c'est justement une des raisons pour lesquelles les citoyens l'ont mis dans le préambule de la Constitution, donc au-dessus, avant tous les articles. Et que les 5 groupes de travail de la Convention, c'était se loger, se déplacer, enfin dans l'esprit de ce que tu dis. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a un président de la République qui est élu, qui se permet de dire ça, non. Et c'est là où on va peut-être pas être d'accord, c'est qu'à un moment, à force de rester dans des trucs à côté, d'être dans la rue, d'être sur des ronds-points, d'être à bloquer des mines, de ne pas oser prendre le pouvoir, être à la place d'Emmanuel Macron et mettre des gens qui ont un tant soit peu ce que veut dire écologie populaire, ce que veut dire ce que tu viens de dire, et de les mettre en place, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Et donc c'est aussi pour ça qu'après la Convention, on était un certain nombre à être en colère, à se dire, ok, bon bah, puisque le gouvernement actuel ne veut pas mettre en place ces choses, comment est-ce qu'on en change en reprenant nous, citoyens, la main? Et on a décidé de lancer un processus qui s'appelle la primaire populaire, j'en parle si ça intéresse certains, où c'est nous, citoyens, qui sur la base de mesures de rupture qui ont été, pour une première version écrite sur la base d'ailleurs de certaines propositions du vrai débat des Gilets jaunes, certaines propositions d'acteurs comme Plus Jamais Ça, Appel du pouvoir de vivre, qui sont plein d'acteurs de la société civile qui se sont réunis, qui ont réfléchi, qui ont débattu, qui se sont mis d'accord sur ces trucs-là. Sur cette base-là, de proposer, nous, citoyens, des noms de gens capables d'incarner ça et de mettre ça en place pour de vrai. Des gens qui auraient le courage de le faire. Et que nous, derrière, on soutiendrait dans la rue. Parce que ça va pas se passer tout seul. Une fois que la personne est au pouvoir, c'est que derrière, il y a un mouvement. Il faut qu'on leur botte le cul, comme tu dis. C'est pour ça qu'on a fait ça. Pour qu'on se groupe tous autour d'une association multicause, mais citoyenne. Voilà. La solution, elle est là. Merci. Mais c'est pas que le débat, quoi. Il y a un moment où il faut oser prendre le pouvoir et donc... Mais on est en train de se monter des structures pour. Merci. Merci. Alors, ouais, venez approcher madame. Merci. Je peux rester debout? Je préfère... Ah, d'accord. Ben, je vais rester debout, alors. Merci. En fait, moi, je voulais juste repartir sur la question que vous avez posée, que je trouve très intéressante, qui était, en fait, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? Et moi, je fais partie des gens qui sont pessimistes. Alors, je suis optimiste... Ah ben oui, je sais. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis optimiste dans le sens où je continue à me battre dans différentes associations. Je lâche pas l'affaire, on va dire. Okay, mais je suis quelque part pessimiste parce que je me dis, qu'est-ce qu'on a comme solution en fait devant nous? Comme vous l'avez dit, on a déjà augmenté de 1,5 degré. En gros, on nous dit que s'il y a 2 degrés, on est foutu, quelque part. Ça va être difficile de faire un virage. Et je me dis, en fait, qu'est-ce qu'on a comme solution? Soit, effectivement, on va leur botter le cul, comme ça a été dit. Mais pour faire quoi après, je sais pas. Soit, alors, on va utiliser des outils connexes, qui sont des outils qui sont politiques, en fait, quelque part. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on se désintéresse de plus en plus de la politique. Et je me dis, même si demain... Et c'est là où je suis un peu pessimiste. Même si demain, on avait vraiment quelqu'un qui arrive au pouvoir, je ne vais pas rentrer dans le débat présidentiel, élection, etc. Mais on est au pouvoir et on va dire, bon ben ok, à partir de maintenant, toutes les entreprises qui polluent, eh ben, elles n'ont plus le droit de polluer. On est obligé d'avoir que de l'énergie verte. C'est fini le plastique, etc., etc. Parce que je pense qu'on en est au point où en fait, soit on fait ça, soit de toute façon, on va se prendre le mur. Et quand on va se prendre le mur, ça va être violent. Parce que ça va donner des guerres, ça va donner de la famine, ça va donner des maladies. Et nous, on vit très bien. Je veux dire, moi, je considère quand même que je peux me plaindre, mais au final, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai de l'électricité, je suis soignée si je suis malade. Mais il y a des pays où c'est pas le cas. Et tous ces pays où c'est pas le cas, ils nous regardent et ils disent, attendez, vous avez ça, pourquoi moi je peux pas l'avoir? Pourquoi vous avez pollué pendant des années et moi, maintenant, où j'ai envie d'avoir votre confort, je peux pas l'avoir? Et un jour, ce problème, il va se poser. Et d'ailleurs, comme ça a été dit, ces pays qui veulent ce confort sont aussi parmi ceux qui sont à côté de l'équateur et qui vont les premiers subir le réchauffement climatique. Donc on est dans une situation où on est en surpopulation, la population elle ne va pas arrêter d'augmenter, on a des ressources qui sont limitées et on en utilise toujours plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si demain, il y a quelqu'un, on va dire on est un groupe, allez, on a pris le pouvoir et on dit on arrête de polluer, qui est prêt à le faire? Moi j'ai un smartphone, j'ai acheté cette robe dans un magasin, qui est prêt demain à dire en fait je peux plus avoir peut-être de l'électricité tout le temps. Parce que si du jour au lendemain on ne peut plus utiliser les énergies fossiles, comment on fait concrètement? On ne peut pas du jour au lendemain arrêter. Donc je fais partie un peu des gens qui sont pessimistes parce que j'ai l'impression que tant que l'être humain ne se sera pas pris un mur
en fait, il va pas le voir et que du coup, ça va se passer de façon violente. Et je vais juste terminer sur ça. Moi, je suis professeure et j'enseigne au collège. Et j'enseigne donc à une génération qui est née dans les années 2000. Et ils sont... Enfin, moi, je les trouve un peu tristes dans le sens où ils savent qu'il y a un problème climatique. Ils sont nés avec ça. J'ai des élèves, ils me disent, madame, depuis que je suis née, on me dit, il y a un problème. Et ils se sentent aussi, enfin, ils me disent, non, mais en fait, c'est pas notre faute. Moi, je suis née comme ça, vous avez pollué pendant des années, et maintenant, vous nous dites à moi d'arrêter de consommer. Mais on est dans une société de consommation. Tout ce qu'on connaît. Et donc, moi, je me sens piégée, dans le sens où on m'a mis dans cette société de consommation, je suis obligée d'y être, on m'a habituée comme ça, et je suis pas sûre que la population, elle soit prête. Et nous tous, on devrait se poser la question du jour au lendemain à dire, je n'ai plus autant de privilèges, je n'ai plus autant de confort. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Je suis pas sûre. Donc moi, je fais partie de ces gens qui sont un peu pessimistes là-dessus. Voilà, tout ce que je voulais dire. Bah, ça dépend comment on regarde les choses, mais... je voulais... Ouais. En fait, souvent, on présente la vie écolo comme ne plus avoir. T'auras plus d'électricité, t'auras moins de consommation de chaussures, de vêtements, de machin. Mais on dit rarement, tu vas avoir plus de joie, plus de temps, plus de sérénité, une meilleure santé. Et pour moi, c'est ça qu'il faut dire, en fait. C'est qu'on nous matraque la tronche par des pubs, par des machins, par des conneries. Maintenant, t'es écolo, maintenant t'es que merdaire. Voilà, t'es devenu un dictateur, je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est-à-dire qu'il y a un imaginaire qu'on essaie de nous infiltrer dans le cerveau, là, de être écolo, c'est chiant, et c'est punitif, et c'est pas bon. Et franchement, pour le vivre, je pense que la plupart des gens qui le vivent et qui ont un mode de vie sympa, et en fait, c'est beaucoup plus joyeux. De la partir du moment où ça apporte plus de joie, même si c'est pas plus de bien, c'est top. Et je crois vraiment qu'en plus, la pandémie a créé ce truc de, on a vu ce que ça veut dire avoir moins de liens, ne pas pouvoir voir ses proches, ne pas pouvoir voir ses potes, ne pas pouvoir faire la fête, ne pas pouvoir flirter, enfin tout ça, enfin, je sais pas, je parle de mes potes de mon âge, hein, enfin, ça a été des gros problèmes aussi là-dessus. Bref, tout ça pour dire que le moins de bien, mais plus de liens, il est beaucoup plus joyeux. Et moi, je crois que beaucoup de gens sont prêts à ça. Simplement, beaucoup de gens n'ont pas conscience que vivre écolo, ça veut dire ça. Et donc moi, je crois vraiment que ce que tu as dit avant, on prend le pouvoir et on fait ça, et oui, c'est possible. Faut-il s'organiser pour prendre le pouvoir? Et c'est pour ça qu'on propose la primaire populaire, c'est que c'est pour nous un moyen d'arriver sérieusement à remettre le citoyen au cœur de l'élection présidentielle pour pas se faire niquer encore une fois et foutre un bulletin de vote. Et voilà, bon, bref, je fais pas de scénario, vous connaissez. Oui, bonjour. Donc, Michael, je suis un être souverain. Le matin, quand je me lève, je me dis, si tu veux que le monde change, change-toi d'abord. Voilà. Moi, les accords de Paris, je m'en contrefous. Parce que les accords de Paris sont faits par ceux qui sont les plus riches au monde, les 1% qui, pour eux ne vont pas changer leur monde. Et ils vont te rendre coupable, toi, pour que toi, tu changes. Et que tu arrêtes de polluer. Mais en fait, c'est pas toi qui pollues, c'est les 1% de la Terre. Et des plus riches qui polluent. Donc les accords de Paris, surtout, ne tombons pas dans ce piège. Vis comme un colibri aujourd'hui. Fais ta petite goutte, fais ce que tu peux. On est des êtres sur Terre. On ne peut pas faire autrement que polluer d'une certaine manière. Moi, l'ancien monde ne m'intéresse plus. La société de consommation, comme tu dis, on est obligé de la survivre. Non, moi, la société de consommation, je l'ai totalement abandonnée. Elle ne m'intéresse plus. Voilà. Aujourd'hui, je ne consomme plus dans les grandes surfaces. Je consomme local. Et c'est ça ma petite part chaque jour. Et si chacun fait ça un petit peu, tout ce monde-là, géré par les 1%, va s'écrouler. Ça ne sera pas demain. Mais pendant ce temps-là, il faut le faire. Les lois aujourd'hui, elles sont effectivement faites, mais dans 10 ans, une loi va devenir anti-loi. Voilà. Il ne faut pas s'occuper des lois. La Constitution, il n'y a que ça qui fait foi. Le droit, il n'y a que ça qui fait foi. Les lois, elles viennent, elles partent. Donc, vivons tous, faisons un petit peu pour notre terre, pour notre environnement, vivons bien, vivons mieux, et oubliez cet ancien monde, parce que eux ne veulent pas vous en faire sortir. C'est grâce à ça qu'ils vivent, eux, c'est 1 milliard. Vous avez vu, trois groupes au monde détiennent 18 000 milliards. C'est la dette américaine, par exemple. Et c'est ces 3 groupes-là qui dirigent tout sur la Terre.
Donc oubliez tout ça. Voilà. Vivez comme bon vous semble, il faut juste du bon sens, tout simplement. Merci. Je vous remercie. C'est très intéressant, donc... Non. Alors la dame, viens. J'ai mis le boban du médialal, tu peux te lever pour laisser la place. Voilà, on va couper là vers 12h30. T'as Joshua qui est sur Paris, qui est en train de suivre, mais là on va terminer là à 12h30. Il y avait une institutrice pour la suite qui vient de nous dire que nos enfants, donc moi j'ai une fille de 11 ans et un garçon de 8 ans et demi, quand j'étais petit, au Canada, on avait appris, j'ai 35 ans, la prochaine guerre, elle est sur l'eau. L'eau potable. J'ai appris ça quand j'avais 7 ans. On le sait. Nous sommes, si je ne me trompe pas, avant les lois, nous sommes chacun responsables de nos propres actions. Et nous avons des choix. Je peux choisir d'y aller en grande surface, ou je peux choisir d'y aller à le marché local que je connais, car non, je connais ces enfants. Je peux choisir d'acheter quelque chose en vrac au Biocoop, qui est là. Et si j'achète en vrac, ben je vais un emballage. Et je peux même réutiliser mon sac en papier. Je pense que nous avons du choix. Il n'y a personne qui nous force à acheter quoi que ce soit. C'est à nous de décider ce qu'on soutient. Et je pense que ben déjà, il y a 15 ans, j'étais en Australie, quand mon mère allait chercher. Donc, on était à l'université de Townsville. C'est James Cook University, ça se trouve à Townsville. Et bien entendu, j'étais voir le corail. Il y a 15 ans, il était déjà dans un très mauvais état. On en raconte la même histoire depuis des années. Ça fait 30 ans qu'on le sait. J'entretiens quand on est sorti de son position, le Premier ministre canadien, il avait signé. Il y a des lois, mais ça fait longtemps. Et comment ça se fait qu'on met le feu à notre propre maison? Comment ça se fait que on laisse pourrir notre terre, on laisse sa jante? Ça, c'est pas nouveau. Excusez-moi, mais on est au courant de l'écologie. Et pourquoi on continue? Moi, je suis également allée en Paris. Je trouvais ça en bas compte. Les chaussures, non, mais j'ai fait cette choix. Et cette choix est accessible à tous. Même si on a des moyens, ça ne veut dire pas qu'on est obligé de les dépenser. On peut les investir ailleurs. On peut reconstruire les corails. Ça, c'est fait. Eh bien, mais je pense que c'est temps qu'on se souvienne de ce qu'on sait. Ça fait longtemps. Et pourquoi quelqu'un laissera cesser sa maison? On ne laissera pas sa maison se fondre. Si on voit qu'il y a des fissures, que ça tombe en panne, on fera quelque chose. Et on le sait bien. Et pourquoi j'ai l'impression que parfois on réinvente le coup? Mais moi, je suis personne d'exceptionnel, j'ai juste fait l'école comme tout le monde. Mais on m'avait dit ça. Ça fait longtemps quand même. Et on est chacun, avant d'être géré par une loi, nous sommes des êtres humains, avec, effectivement, on est doté d'un cerveau. On a les matières grises entre nos deux oreilles. C'est notre responsabilité de se renseigner, et bien, d'agir en sorte de au moins pas empirer les situations. Et chaque petite goutte, l'histoire de le colombe. Eh bien, excuse-moi, on est pris un peu par le temps. Je crois que ton message a bien été compris par tout le monde. Une dernière intervention. Et après, on fait un petit tour de table rapide pour un dernier mot avant d'aller nous restaurer. Oui, alors donc moi je reprends la parole. Bon, c'est vrai qu'on a des choix possibles, mais c'est pas tout le monde qui a des suffisamment de moyens des fois pour acheter à certains endroits. Donc voilà. Moi je sais bien, j'étais assistante sociale et donc je connais bien les. Pardon, je vous mets des gants. Je connais bien les difficultés des uns et des autres, mais c'est vrai quand même qu'il y a des possibilités d'aller à la ferme des fois.
c'est pas plus cher qu'ailleurs. Effectivement, d'essayer de ne pas acheter des emballages. Donc moi j'ai un stand de plastique, donc c'est très symbolique, mais je comptais qu'il y ait plus d'enfants, peut-être qu'il y en aura plus cet après-midi et demain. Mais les adultes peuvent y participer, donc c'est très symbolique, mais il s'agit de récolter un déchet plastique là à mon stand, de le mettre dans une enveloppe, on l'envoie à l'Élysée, c'est moi qui les envoie, on fait un envoi groupé. Bon, c'est sûr que c'est symbolique, mais au moins les gens qui sont à l'accueil, enfin, à la réception du courrier, seront obligés de toute façon de les passer au détecteur, parce que voilà, il y a plein de choses dedans. Et bon, voilà, je compte que il y a 2 ans, il y avait 500 personnes ici. Si on arrive à envoyer 500 enveloppes le même jour, je pense au moins les employés diront, ben oui, ça fait beaucoup quand même. Voilà, et c'est donc, je vous remercie d'y participer. Merci à toi de ton intervention. Alors, je vais donner pour la dernière fois la parole à mes intervenants. Vous avez 1 minute, voilà, pour dire un message. Voilà, je vous laisse le choix. On va commencer. Bon. Il y a un petit message. 1 minute. Je terminerai sur une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as juste à le permettre. J'ai une autre citation, mais je ne sais plus de qui elle est. Je crois que c'est un truc de bon sens. Non, ça dit si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et en général, ça finit assez mal. Donc je voulais juste dire ça pour que je pense que les Gilets jaunes ont montré qu'il y avait une volonté citoyenne de reprendre la main. La Convention citoyenne était un des exemples avec le tirage au sort qu'on peut, citoyens, imaginer, faire des lois, changer la Constitution. Sinon, il y a un moment où il faut oser prendre le pouvoir. Et je vous invite à, si vous êtes un peu curieux, à aller voir la primairepopulaire.fr. Regardez comment est-ce qu'on peut essayer de remettre les citoyens au cœur des élections et éviter que la politique se finisse mal pour nous. Merci. 1 minute. Hein. Alors, allez voir la primairepopulaire.fr et allez voir aussi le site du Gouv. Ils ont fait une proposition extraordinaire et c'est vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment fait évoluer la réflexion sur la prise de conscience en vue d'une action citoyenne. Fabrice Grimal, qui a écrit ce bouquin, avait prévu tout ce qui allait se passer. Il avait prévu la révolte des Gilets jaunes et il l'avait annoncé, il en avait annoncé les raisons. Lisez ce livre et il y a beaucoup de gens qui ont rigolé quand ce livre a été publié. Pourtant ce livre annonçait tout ce qui allait se passer, donc il faut rira bien qui rira le dernier. Et moi je terminerai par une citation de Jean-Jacques Rousseau qui parlait du peuple d'Angleterre, qui un des premiers avait opté pour le système représentatif. Le peuple d'Angleterre est libre au moment où il élit ses représentants. Le reste du temps il est esclave. Merci Francis. Alors, bon, moi je vais pas faire citation, comme ça va changer. Non, moi ce que je vais dire pour terminer, du coup, c'est que tout ce qu'on a parlé, c'est quand même des outils. C'est-à-dire que moi, XR, c'est un outil pour faire quelque chose. La finance, c'est un outil. La politique, c'est un outil. La convention citoyenne, c'est un outil. Et tous ces outils, on doit se les approprier, pour faire force, en fait, pour les utiliser, pour qu'ils soient bénéfiques à nous, le peuple, et pas aux plus grands, comme ça a été évoqué. Voilà, merci. Merci, Rémi. Allez, un petit dernier mot. Parole citoyenne. Vas-y, Thomas. Je te la donne. Bonjour. En fait, je voulais juste dire que je crois vraiment en l'action citoyenne, mais rien ne nous empêche, comme certaines communautés le font déjà, de nous réunir et tous les mois donner une certaine somme pour acheter des terres et commencer à mettre en action et en laboratoire d'autres formes de vie. Et c'est ce qui se fait par exemple dans la communauté Longomaille, anarchiste, la communauté essénienne qui est plutôt axée sur le spirituel, et la communauté Terra qui met même en œuvre un revenu universel qui distribue au sein même de la communauté. Donc il y a toutes ces expériences qui sont très très intéressantes et dont on peut s'inspirer
Voilà. Et quand les gens sont sur les lieux, ils peuvent continuer par exemple, à payer un loyer qui va servir à racheter l'autre terre aussi. Donc voilà, on peut tous les mois faire un don libre pour racheter petit à petit des terres et mettre en œuvre des expériences citoyennes qui montrent et qui vont peut-être aussi, du coup, aider à faire tomber toutes les résistances des autres qui se disent oui, mais vivre comme ça, c'est voilà, enfin ils ont peur justement, toutes ces a priori qu'on a sur la vie alternative, les faire tomber petit à petit parce que on va pouvoir rayonner autour de nos familles et déjà ça c'est énorme. Et petit à petit montrer aussi, mettre en œuvre et voir aussi toutes les difficultés qu'on va rencontrer à mettre en œuvre à notre monde. On va pouvoir être un laboratoire de ce nouveau monde. Donc voilà, je convie tout le monde à essayer de réfléchir justement à créer ce nouveau monde, à le mettre en œuvre, à le mettre en marche dès maintenant. Voilà, merci. Ces derniers mots. Alors, merci à vous tous d'être venus. Vous étiez très très nombreux.